Aux funérailles de ma grand-mère paternelle, son avocat m'a tiré à l'écart et m'a chuchoté, « Mademoiselle, s'il vous plaît, venez avec moi immédiatement. Il y a quelque chose d'extrêmement important que je dois vous montrer. » Puis il a ajouté, « Ne dites rien à vos parents ni à votre petit frère. Vous seriez en danger. » Quand je suis arrivé et que j'ai vu qui se tenait à la porte, j'étais pétrifié par le choc. Je m'appelle Peyton Sullivan. Je viens d'enterrer ma grand-mère, Margaret Ellis. Elle avait 78 ans, et nous lui avons dit au revoir aujourd'hui, dans un petit cimetière à la périphérie de Seattle. Aux funérailles, alors que les gens quittaient le bord de la tombe, son avocat, Henry Caldwell, m'a pris à part. Au début, il n'a pas dit grand-chose. Il s'est simplement penché vers moi, tout près, et a murmuré, « Ta grand-mère n'est pas morte de cause naturelle, Peyton. Si tu veux la vérité, viens à mon bureau après le départ de tout le monde. Mais, quoi que tu fasses, ne le dis ni à tes parents, ni à ton frère. Tu pourrais être en danger. » Il n'a pas attendu ma réponse. Il s'est simplement éloigné, me laissant là, debout, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas quoi penser, mais quelque chose, dans le ton de sa voix, m'a poussé à le suivre. J'ai attendu que la dernière voiture quitte le cimetière, puis, j'ai conduit directement jusqu'à son cabinet. Quand je suis arrivé, le bâtiment était sombre, à l'exception d'une seule lumière dans le hall. Et là, debout dans l'ombre près de la porte, se tenait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait ce genre de regard qui semble avoir trop vu, et il m'attendait. Je me suis figé. Je ne savais pas qui il était, mais je savais que tout était sur le point de changer. Avez-vous déjà ressenti ce moment, celui où vous réalisez que vos proches cachent peut-être quelque chose de terrible? Laissez un commentaire ci-dessous, et dites-moi d'où vous nous regardez. Si vous avez déjà eu ce pressentiment viscéral concernant votre famille, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Après la fin de la cérémonie, je me suis attardé près de la rangée de voitures, faisant semblant d'ajuster mon manteau, tout en observant mon père et Laura. Ils se tenaient un peu à l'écart des autres, près du monticule de terre fraîche. Je ne pouvais pas tout entendre, mais leur voix portait juste assez, dans l'air humide. Laura a dit quelque chose de bas, et d'urgent, si elle partait au bon moment. Et mon père a marmonné en retour, « Les papiers doivent être prêts avant que quiconque ne commence à poser des questions. » Ces mots m'ont frappé comme un vent glacial. Je n'ai pas saisi le reste. Ils se sont détournés en me voyant les regarder, mais ce fragment est resté gravé dans ma tête. C'était malsain, comme une conversation qui ne m'était pas destinée. J'ai repensé aux petites choses que grand-mère avait faites, au cours des derniers mois. Elle gardait des papiers importants sous clé, dans un tiroir qu'elle ne fermait jamais auparavant. Elle avait changé la serrure de sa chambre, une fois, en disant que c'était, juste au cas où, mais elle n'avait jamais expliqué ce qu'elle entendait par là. J'avais mis cela sur le compte de la vieillesse, mais maintenant, ces moments me semblaient beaucoup plus lourds. Quand nous sommes rentrés à la maison, dans cette banlieue tranquille de Seattle, mon père m'a appelé dans le salon. La pièce sentait encore les plats préparés que les voisins avaient apportés. Il a posé une épaisse pile de documents sur la table basse, et s'est assis en face de moi. Ce sont des documents pour les soins de santé, et une procuration financière, a-t-il dit. C'est pour que nous puissions nous occuper de tout, si jamais tu as besoin d'aide. Grand-mère aurait voulu cela. Laura se tenait à ses côtés, les bras croisés, avec un sourire doux. Elle disait toujours qu'il fallait s'assurer que tu sois protégé, Peyton. Signe simplement là où se trouvent les onglets. C'est une procédure standard. J'ai pris la première page. Le langage était dense, rempli de termes juridiques. Il y avait une clause sur un décideur de substitution, au cas où je serais jugé incapable de gérer mes affaires. Cela ne parlait pas de confession, mais la formulation semblait glissante, comme si elle pouvait signifier bien plus qu'il ne voulait l'admettre. J'ai demandé ce que cela couvrait exactement. Mon père a balayé ma question d'un geste de la main. C'est juste la routine. Tu n'as pas besoin de lire chaque ligne. Nous sommes une famille. J'ai senti le regard de Laura sur moi, pendant tout ce temps. Son regard n'était pas chaleureux. Il était vigilant, comme si elle mesurait à quel point je les soupçonnais. J'ai posé les papiers, et je me suis frotté les yeux. Je suis épuisé par cette journée. Pouvons-nous faire cela demain? J'ai juste besoin de me reposer. Mon père a hoché la tête, mais le sourire de Laura s'est crispé. Bien sûr, ma chérie. Prends ton temps. Elle a touché mon épaule alors que je quittais la pièce,
et ses doigts m'ont semblé glacés. Je suis monté dans mon ancienne chambre, celle que grand-mère gardait toujours prête pour mes visites. Je me suis assise sur le bord du lit, fixant le mur où elle accrochait autrefois mes dessins d'enfant. Mon esprit repassait en boucle ces mots entendus au cimetière, si elle partait au bon moment. Cela ne ressemblait pas à de la douleur. Cela ressemblait à un calcul. J'ai pensé aux dernières semaines de grand-mère. Elle était fatiguée, se plaignant que son cœur s'emballait la nuit. Elle avait arrêté de boire son thé du matin aussi souvent, disant qu'il n'avait plus le même goût. Je lui avais rendu visite une semaine avant son décès, et elle m'avait prise à part dans la cuisine. S'il m'arrive quelque chose, Peyton, promets-moi que tu prendras soin de toi. Ne les laisse pas te presser. Elle n'avait jamais précisé qui était ce « il », mais maintenant, je me posais la question. En bas, j'ai entendu mon père et Laura parler, à nouveau, à voix basse. La maison semblait trop calme, comme si elle retenait son souffle. J'ai verrouillé la porte de ma chambre, une chose que je n'avais jamais faite auparavant, et je me suis allongé. Mais le sommeil n'est pas venu. Au lieu de cela, je ne cessais de penser aux papiers sur la table. Je savais que je ne pouvais pas les signer, sans comprendre ce qu'ils signifiaient réellement. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Mon père était déjà dans la cuisine en train de préparer du café. Laura était là, elle aussi, versant une tasse pour moi. Elle me l'a tendue avec un sourire. « Tu dois être fatigué. Bois ceci. Ça t'aidera. » J'ai pris la tasse, mais je n'ai pas bu une seule gorgée. Je l'ai posée sur le comptoir, en disant que je devais faire une course. Mon père m'a demandé de quoi il s'agissait. Je lui ai dit que je voulais passer à la maison de grand-mère, pour m'assurer que tout allait bien. Il a hésité, puis a hoché la tête. Laura m'a regardé partir, et j'ai senti ses yeux dans mon dos jusqu'à la porte. J'ai conduit jusqu'à chez grand-mère, cette petite maison où elle avait vécu pendant 40 ans. C'était vide, maintenant, les meubles étaient encore en place, et l'air était confiné. J'ai parcouru les pièces, touchant les objets qu'elle aimait, la théière sur la cuisinière, les albums photos sur l'étagère. Dans sa chambre, j'ai trouvé le tiroir qu'elle gardait verrouillé. La serrure était toujours là, et la clé se trouvait à l'endroit habituel, là où elle la cachait toujours, sous une lame de parquet près du lit. À l'intérieur du tiroir, il y avait des relevés bancaires, des papiers d'assurance, et un petit carnet. Je l'ai ouvert. Les pages étaient remplies de son écriture soignée. Elle avait noté des dates et des remarques. Le thé avait encore un goût amer, le cœur s'emballe après le petit déjeuner. Laura a insisté pour le préparer aujourd'hui. Et puis, vers la fin, je ne me sens pas en sécurité. Si je pars soudainement, vérifie le thé, et protège Peyton. Mes mains tremblaient en lisant cela. Je ne savais pas encore ce que tout cela signifiait, mais je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. Je me suis glissé hors de la maison, ce soir-là, sans allumer de lumière. L'allée était silencieuse, et j'ai pris la vieille clé de grand-mère au crochet près de la porte, là où elle la laissait toujours. Le trajet jusqu'au bureau de Henry Caldwell n'était pas long, seulement 20 minutes à travers les rues désertes de la banlieue. Le bâtiment était sombre à mon arrivée, mais une seule lampe brillait à la fenêtre du hall. Je me suis garé, et j'ai marché jusqu'à la porte. Elle s'est ouverte avant même que je ne frappe. Henry m'a conduite à l'intérieur, sans un mot, directement dans son bureau au fond. L'homme de l'autre fois était déjà là, assis dans l'un des fauteuils en cuir. Henry a fermé la porte et a dit « Voici Marcus Reed. Ta grand-mère l'a engagé il y a quelques mois. » Marcus a hoché la tête, mais n'a pas souri. Il ressemblait à quelqu'un qui avait passé trop de nuits à attendre des réponses. Elle est venue me voir, parce qu'elle s'inquiétait de quelque chose dans sa routine quotidienne. Elle buvait du thé aux herbes tous les matins, et elle a commencé à remarquer qu'il avait un goût étrange. Elle ne voulait accuser personne, alors elle m'a demandé de vérifier discrètement. Elle avait peur de briser la famille, si elle se trompait. Il a ouvert un dossier sur le bureau, et a fait glisser un rapport vers moi. C'était le résumé d'un laboratoire privé. La page énumérait les composants de l'échantillon qu'elle avait envoyé. La plupart étaient des herbes normales, mais une ligne était surlignée, substance non identifiée détectée, non conforme à la composition standard des herbes. Analyse complémentaire recommandée. Ce n'était pas une conclusion définitive, rien de formel, mais c'était suffisant pour me donner la nausée. J'ai fixé le papier. Cela ne veut rien dire pour l'instant, ai-je dit. Ce pourrait n'être rien. Marcus s'est penché en avant.
ta grand-mère pensait que c'était quelque chose. Elle m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose de soudain, je devais te montrer cela. Elle a dit que tu étais la seule en qui elle avait confiance pour enquêter. J'ai secoué la tête. Mon père l'aimait. Il n'aurait pas pu. Ce n'est pas possible. Henri a posé une main sur mon épaule. Elle ne l'a pas accusé directement. Elle voulait juste être sûre. C'est pour ça qu'elle n'a rien dit à la police. Elle ne voulait pas qu'une grosse enquête déchire la famille. J'ai senti la pièce rétrécir. Mon esprit est revenu au cimetière, à ces mots à demi entendus de mon père et de Laura, à la façon dont Laura m'avait observé toute la soirée. J'ai pensé au visage de grand-mère pendant ces dernières semaines, pâle, fatiguée, mais essayant toujours de sourire quand je lui rendais visite. Elle m'avait serré dans ses bras plus fort que d'habitude, comme si elle me disait adieu. Marcus a fermé le dossier. Nous n'avons pas encore de preuves, mais elle voulait que tu saches. Si tu décides de creuser davantage, je t'aiderai. Sinon, pars maintenant. Je n'ai pas répondu tout de suite. Une partie de moi voulait rentrer en courant, et prétendre que rien de tout cela n'était réel. Mais une autre partie, celle qui se souvenait des avertissements silencieux de grand-mère, savait que je ne pouvais pas. J'ai regardé Marcus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'a pas répondu immédiatement. Il m'a simplement regardé, comme s'il attendait que je décide jusqu'où j'étais prête à aller. Je suis restée assise là, dans le calme du bureau, la lampe projetant de longues ombres sur la table. Marcus attendait, patient, mais sans me presser. Henri se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, surveillant la rue. La pluie avait recommencé à tomber, tapotant contre la vitre. J'ai repensé à la cuisine de grand-mère, à la façon dont elle versait le thé dans sa tasse préférée, celle avec l'anse ébréchée. Elle disait toujours qu'elle portait bonheur. Maintenant, j'avais l'impression que tout ce qu'elle touchait était souillé. J'ai fini par parler. Montre-moi l'échantillon qu'elle t'a envoyé. Marcus a fouillé dans son sac, et a sorti un petit sachet scellé. À l'intérieur, se trouvait un flacon en plastique contenant quelques feuilles de thé et un résidu poudreux. Elle a récupéré cela dans son dernier lot, a-t-il précisé. Le labo a trouvé l'anomalie, mais ils ont besoin de plus de temps pour des tests complets. Elle ne voulait pas attendre. J'ai pris le sachet, le tournant entre mes mains. Les feuilles semblaient ordinaires, mais savoir d'où elles venaient me donnait la chair de poule. Elle croyait vraiment que cela lui arrivait. Oui, a dit Marcus. Elle a tout noté par écrit. Les dates, les heures, comment elle se sentait après chaque tasse. Elle était méthodique. C'est pour ça qu'elle m'a engagé, pour te protéger, si elle ne pouvait plus le faire. Henri s'est raclé la gorge. Elle a laissé des instructions pour toi, Peyton. Si tu les veux, elles sont dans le coffre-fort. Mais une fois que tu les auras prises, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai regardé le dossier sur le bureau. Le rapport me fixait, avec ses mots froids et cliniques. J'ai pensé à mon père, à la façon dont il portait les courses de grand-mère quand elle était fatiguée, à la façon dont il riait à ses blagues. Ce même homme pouvait-il cacher quelque chose d'aussi sombre? L'idée me rendait malade. Mais le visage de Laura a surgi dans mon esprit. Ses yeux vigilants, son sourire trop parfait. Et ses mots au cimetière. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une question de timing. J'ai pris une inspiration. Je veux voir ce qu'elle a laissé. Henri a hoché la tête, et s'est dirigé vers le coffre-fort dans le coin. Il a tourné le cadran, et a sorti une petite enveloppe. Mon nom était écrit sur le devant, de l'écriture de grand-mère. À l'intérieur, se trouvait une seule feuille de papier, et une clé USB. Le papier disait, Peyton, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Fais confiance à Marcus. Il connaît la vérité. La clé contient des enregistrements et des notes. Ne les laisse pas tout te prendre. Je t'aime, grand-mère. J'ai serré l'enveloppe contre moi. Mes mains tremblaient. Marcus m'observait. Tu es prête pour ça? Je ne l'étais pas, mais j'ai hoché la tête quand même. Marcus m'a tendu le carnet, et je l'ai ouvert avec précaution. Les pages étaient remplies de l'écriture familière de grand-mère, soignée, légèrement penchée, la même que sur mes cartes d'anniversaire. Elle n'avait nommé personne directement. Au lieu de cela, elle utilisait des phrases qui ne prenaient sens que maintenant, celle qui verse le thé n'est plus la même personne en qui j'avais confiance.
Chaque tasse apporte un nouveau genre de douleur. Elle décrivait les symptômes avec une précision silencieuse, les matins où ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir la tasse, les après-midi où ses cheveux tombaient par poignées dans la brosse, les nuits où son cœur battait comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. Elle expliquait comment elle avait commencé à mettre de côté de petites quantités de thé après chaque préparation, en les cachant dans une boîte sous l'évier. Une entrée disait, le goût a encore changé aujourd'hui. Amer, presque métallique. J'ai fait semblant de tout boire, mais j'en ai versé une partie dans un flacon quand personne ne regardait. Elle mentionnait l'envoi des échantillons à Marcus, lui demandant de les tester secrètement. Je ne peux pas encore aller voir les autorités. La famille est fragile. Si je me trompe, je perdrai tout. Vers la fin, l'écriture devenait plus hésitante. Ils veulent la maison et l'argent. Peyton, ne les laisse pas te prendre toi aussi. Tu es la seule qui reste capable de voir clair dans leur jeu, elle ne disait pas qui était ce « il », mais le sens était limpide. Elle terminait par une seule ligne, si je pars soudainement, promets-moi de prendre soin de toi. Et Ethan, il ne sait rien. J'ai fermé le carnet, la gorge serrée. Elle nous protégeait, ai-je dit, même quand elle était malade. Marcus a hoché la tête. Oui, elle le faisait. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne voulait pas croire que c'était quelqu'un de proche. C'est pour cela qu'elle a gardé le silence. Il a expliqué ce qu'il avait reconstitué. Mon père avait fait de mauvais investissements, quelques années auparavant, des transactions immobilières qui avaient échoué. Laura l'avait poussé à emprunter davantage, promettant des retours rapides. La dette avait grandi, et grand-mère était la seule à en connaître toute l'étendue. Elle l'avait aidé auparavant, remboursant discrètement de petites sommes. Mais cette fois, c'était trop. Elle soupçonnait Laura de manipuler la situation, d'encourager mon père à prendre des risques qu'il ne pouvait pas assumer. La maison vaut beaucoup, a dit Marcus, et sa police d'assurance désigne ton père comme bénéficiaire, avec toi et Ethan juste après. S'il lui arrivait quelque chose, puis à toi. Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. J'ai pensé à Ethan. Il n'avait que 28 ans, il cherchait encore sa voie. Mon père et Laura l'avaient tenu à l'écart des discussions familiales sur le testament. Il lui disait que c'était des trucs d'adultes, mais j'avais vu la façon dont il les regardait, confus, comme s'il sentait que quelque chose clochait, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Il le contrôle lui aussi, ai-je dit. Il ne sait rien de tout ça. Marcus a acquiescé. Ta grand-mère l'a mentionné. Elle avait peur qu'il se retrouve coincé au milieu de tout ça. Je me suis réinstallé dans le fauteuil, le carnet toujours sur mes genoux. Son poids semblait plus lourd qu'il ne devrait l'être. J'imaginais grand-mère, seule dans sa cuisine, versant un thé en lequel elle n'avait pas confiance, écrivant ces mots en secret. Elle avait porté tout cela toute seule, pour nous protéger. J'ai regardé Marcus. Et si nous pouvons le prouver? Il s'est penché vers moi. Il nous faut plus qu'un carnet et un rapport de labo partiel. Nous devons les prendre en flagrant délit, ou du moins obtenir des preuves solides, mais c'est risqué. S'ils soupçonnent que tu es sur leurs traces, ils agiront plus vite. Je savais ce qu'ils voulaient dire. Si mon père et Laura pensaient que j'étais une menace, ils pourraient essayer de me faire taire, de la même manière qu'ils l'avaient fait avec grand-mère. J'ai repensé au papier qu'ils voulaient me faire signer, cette procuration qui leur donnait le contrôle sur tout. Si je signais, je leur remettais les clés de mon avenir, et de celui d'Ethan. Je ne peux pas laisser faire ça, ai-je dit. Pas à Ethan, pas à la mémoire de grand-mère. Marcus m'a étudié un instant. Alors, il nous faut un plan. Mais tu dois en être sûr. Une fois que nous commençons, il n'y aura pas de retour possible. J'ai hoché la tête. J'en étais sûr. Il a exposé les grandes lignes. Je devais retourner à la maison, agir normalement, faire semblant d'être toujours en deuil et de leur faire confiance. Nous utiliserions ce temps pour rassembler plus de preuves, peut-être installer un système pour surveiller la maison, ou découvrir ce qu'il y avait d'autre dans ces papiers. Grand-mère avait laissé des instructions pour cela aussi, cachées dans l'enveloppe. J'ai ouvert la clé USB sur l'ordinateur de Henri. Il y avait des fichiers audio. La voix de grand-mère, faible mais claire, enregistrant ses symptômes jour après jour. Un clip daté de sa dernière semaine, le thé était plus fort aujourd'hui. Je l'ai à peine fini. Ma poitrine me fait mal. Peyton, si tu entends ceci, rappelle-toi que je t'aime.
Ne les laisse pas gagner. Sa voix s'est brisée à la fin. J'ai fermé le fichier, les larmes me brûlant les yeux. Henri m'observait. Elle a enregistré cela pour toi. Elle voulait que tu saches qu'elle s'est battue. J'ai essuyé mon visage. Elle l'a fait. Et je vais finir ce qu'elle a commencé. Marcus s'est levé. Alors, au travail. J'ai quitté le bureau avec le carnet et la clé USB cachée dans mon sac. La pluie s'était arrêtée, mais l'air était encore lourd. J'ai conduit lentement vers la maison, mon esprit tournant à plein régime. Mon père et Laura m'attendraient. Je devais jouer mon rôle à la perfection. Quand j'ai franchi la porte, la maison était silencieuse. Mon père était dans le salon, zappant entre les chaînes. Laura était dans la cuisine. Elle a levé les yeux quand je suis entré. « Tout va bien, Peyton ?» J'ai forcé un petit sourire. Oui, j'avais juste besoin d'air. Elle a hoché la tête, mais ses yeux se sont attardés sur mon sac une seconde de trop. Je suis monté et j'ai verrouillé ma porte. Demain, je commencerai à agir comme si de rien n'était, mais intérieurement, tout avait changé. Je suis redescendu avec le carnet et la clé toujours cachée, essayant de garder un visage calme. Mon père faisait défiler des choses sur son téléphone. Laura est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur une serviette. Elle m'a regardé avec ce même sourire prudent. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» « Oui, ai-je répondu. J'avais juste besoin de réfléchir. » Je me suis assise sur le canapé et j'ai pris une grande inspiration. J'ai réfléchi au papier. Je vais les signer. Mais d'abord, faisons quelque chose pour grand-mère. Je voudrais que nous dînions ensemble ce soir. Qu'on lise son projet de testament tous ensemble. Qu'on parle d'elle. Qu'on se souvienne des bons moments. Ça me semble juste. Mon père a semblé surpris, mais il a hoché la tête. C'est une bonne idée, Peyton. Elle aimerait ça. Le regard de Laura s'est rétréci d'une fraction de seconde. On peut faire ça. De quoi as-tu besoin? J'ai suggéré de préparer son plat préféré, un poulet rôti aux herbes fraîches, comme elle le faisait toujours. Nous devrions aller au grand marché en ville. Ils ont les meilleurs produits frais. Je viendrai avec vous. Mon père a accepté immédiatement. Laura a hésité. C'est un peu loin. Nous pourrions simplement aller au magasin du coin. Non, ai-je insisté. Grand-mère disait toujours que le frais faisait toute la différence. S'il vous plaît, faisons les choses bien. Ils ont échangé un bref regard. Mon père a haussé les épaules. Très bien, allons-y maintenant. Nous avons conduit jusqu'au marché du centre-ville de Seattle, le grand, avec ses larges allées et ses sections spécialisées. C'était à environ 40 minutes de la maison. Laura était assise à l'avant, jetant des coups d'œil vers moi de temps en temps. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Une fois à l'intérieur, j'ai pris mon temps. J'ai marché lentement dans le rayon des fruits et légumes, choisissant des bouquets de romarin et de thym, sentant chacun d'eux. Celui-ci sent meilleur, ai-je dit, en montrant un bouquet. Laura a soupiré, mais n'a rien dit. J'ai interrogé le vendeur sur les meilleures herbes pour le rôti, puis je suis passé au comptoir de la boucherie. J'ai posé des questions sur le poulet, s'il était bio ou élevé en plein air, combien de temps il fallait le cuire. Le vendeur a parlé pendant 10 minutes. Laura tapait du pied. J'ai continué. Au rayon des vins, j'ai pris des bouteilles, lisant attentivement les étiquettes. Grand-mère aimait ce cabernet. Pensez-vous que ce soit le bon millésime? Mon père a hoché la tête, distrait. Laura a regardé sa montre. Nous devrions rentrer bientôt. Encore un petit instant, ai-je dit. Je veux que ce soit parfait. J'ai fait durer cela pendant presque 2 heures. Laura devenait de plus en plus impatiente, son sourire s'effaçait. Mon père essayait de me presser, mais je trouvais toujours de nouvelles choses à regarder. Au moment où nous sommes partis, le ciel était noir. Sur le chemin du retour, Laura était silencieuse. Elle n'arrêtait pas de m'observer dans le rétroviseur. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, elle s'est tournée vers moi. Tu sembles différente aujourd'hui, Peyton. Tout va bien? J'ai souri. J'essaie juste d'honorer la mémoire de grand-mère. Elle n'avait pas l'air convaincue. À l'intérieur, je suis monté dans ma chambre. J'ai vérifié mon sac, tout était encore là.
Je savais que l'équipe de Marcus n'avait eu qu'une courte fenêtre d'intervention pendant notre absence. Ils avaient réussi à installer des caméras dans la cuisine et une dans le coin du salon. Ce n'était pas parfait, seulement 2 angles, mais c'était déjà ça. Le risque était énorme. Si Laura ou mon père remarquaient quoi que ce soit d'anormal, tout serait fini. Je me suis assise sur le lit, le cœur battant. J'avais gagné du temps, mais je sentais la tension monter. Les yeux de Laura m'avaient suivi pendant tout le trajet, comme si elle essayait de deviner ce que je savais. Mon père semblait ne se douter de rien, mais je me demandais ce qu'il comprenait réellement. J'ai pensé à Ethan. Il m'avait envoyé un SMS plus tôt pour me demander si j'allais bien. Je n'avais pas encore répondu. Je ne voulais pas l'entraîner là-dedans avant d'être sûr, mais voir comment mon père et Laura le tenaient à l'écart de toute décision familiale m'inquiétait. Ils le contrôlaient aussi, à leur manière. J'ai regardé à nouveau le carnet. Les mots de grand-mère me fixaient, ne les laisse pas te prendre, toi aussi. Je ne le permettrai pas. Demain, je jouerai le jeu. Mais ce soir, j'ai verrouillé ma porte et j'ai essayé de dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un plan. Je suis descendu et j'ai trouvé Laura dans la cuisine. Elle préparait du café. Mon père était dehors pour relever le courrier. Je me suis assise à la table et j'ai dit, je suis prête à signer les papiers aujourd'hui, mais assurons-nous d'abord que tout est clair. Je veux qu'on les reprenne ensemble. Le visage de Laura s'est illuminé. Bien sûr, je vais les chercher. Elle a quitté la pièce et est revenue avec la pile de documents. Nous les avons étalés sur la table. J'ai posé des questions sur chaque page, faisant semblant d'être confuse. Que signifie cette partie sur le décideur de substitution? Ai-je demandé. C'est juste au cas où tu serais incapable de gérer les choses toi-même, a expliqué Laura. Nous interviendrions pour t'aider. J'ai hoché la tête lentement. Ça a du sens. Je veux juste être sûr. Mon père est entré et s'est assis. Nous avons parcouru les documents ligne par ligne. J'ai fait traîner les choses, demandant des explications sur chaque clause. La patience de Laura s'effritait, mais elle répondait. Mon père semblait soulagé que je coopère. Quand nous avons fini, j'ai signé là où il me le montrait. Ma main tremblait un peu, mais je l'ai cachée. Voilà, c'est fait. Laura a souri. Merci, Peyton. Cela va faciliter les choses. Je me suis levé. Je vais me reposer maintenant. À plus tard. Je suis retourné dans ma chambre. Les caméras étaient en place. Les papiers étaient signés. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre qu'ils fassent leur prochain geste. Je me suis réveillé tôt. La maison était encore silencieuse, à l'exception du léger ronronnement du réfrigérateur en bas. Je suis resté au lit quelques minutes, respirant lentement, préparant mon visage. Quand je suis enfin descendu à la cuisine, mon père était déjà parti, probablement pour faire des courses. Laura était là, rinçant la vaisselle de la veille. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Bonjour, Peyton. Tu as l'air fatigué. Je le suis, ai-je dit, en me frottant les yeux. Je n'ai pas bien dormi. Grand-mère était dans mes pensées. Elle a hoché la tête avec une expression compatissante. C'est normal. Tu veux du thé? Je peux préparer son mélange d'herbes préféré. Je me suis assise à la table. Oui, s'il te plaît. Exactement comme elle le faisait. Laura s'est tournée vers la cuisinière. Elle a rempli la bouilloire et l'a posée sur le brûleur. Je regardais son dos, alors qu'elle attrapait la boîte de thé en vrac. La bouilloire a cliqué en chauffant. Elle bougeait lentement, comme si elle essayait d'être prudente. J'ai fait semblant de consulter mon téléphone, mais mes yeux restaient fixés sur elle. Quand la bouilloire a sifflé, elle a versé l'eau sur les feuilles dans la théière. Puis, elle s'est décalée sur le côté, hors de mon champ de vision directe, près du comptoir où se trouvait l'étagère à épices. J'ai entendu un léger cliquetis, quelque chose de petit qu'on ouvrait. Je me suis levé discrètement et j'ai marché vers l'évier, prétendant vouloir un verre d'eau. En passant devant le comptoir, je l'ai vue. Elle tenait un petit flacon en verre à la main, versant une pincée de poudre blanche dans la théière. Ses mouvements étaient rapides, exercés. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Je me suis figé une seconde, puis j'ai continué vers l'évier. Elle ne m'a pas remarqué derrière elle. J'ai rempli mon verre, j'ai pris une gorgée et je suis retourné à table.
Laura s'est retournée avec la théière et 2 tasses. Elle a versé la mienne en premier. Voilà pour toi, a-t-elle dit en la posant devant moi. Attention, c'est chaud. J'ai entouré la tasse de mes mains. La vapeur montait, portant l'odeur familière des herbes. Je l'ai portée à mes lèvres, mais ma main a tremblé. Je l'ai reposée. Désolé, ai-je dit. Je suis encore maladroite ce matin. J'ai posé la tasse trop vite. Elle a basculé, et le thé s'est répandu sur la table et sur le sol. Laura a fait un bond en arrière. Oh non. Je suis vraiment désolé, ai-je dit en me levant brusquement. Je suis une vraie catastrophe. Peux-tu en préparer une autre? S'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Laura a fixé la flaque pendant un moment. Sa mâchoire s'est contractée, mais elle a forcé un sourire. Bien sûr. Laisse-moi nettoyer ça d'abord. Elle a pris une serviette et a essuyé la table. J'ai aidé, mes mains tremblant pour de bon, cette fois. Elle a rempli à nouveau la bouilloire et a recommencé. Cette fois, je suis resté plus près, surveillant chaque mouvement. Elle a repris le flacon quand elle a cru que je ne regardais pas. La poudre y est passée, juste une petite quantité, mais suffisante. Elle a versé la 2e tasse et me l'a tendue. Et c'est celle-là. Je l'ai prise. Mes doigts tremblaient tellement que le thé a éclaboussé. Je l'ai approché de ma bouche, assez près pour que la chaleur touche mes lèvres. Pendant une seconde, j'ai pensé que je pourrais vraiment en boire, juste pour voir si elle m'arrêterait, mais je ne l'ai pas fait. J'ai posé la tasse lentement. Merci, Laura. Je vais la siroter dans un instant. Elle m'a observé pendant un long moment. Tu es sûr que ça va? Oui, juste fatigué. Je me suis rassise. La tasse fumait devant moi. Je savais que Marcus regardait via la caméra dans le coin de la cuisine, mais l'angle était limité. Une vue nette sur le comptoir, mais pas parfaite. Si elle avait été plus rapide, ou si je n'étais pas intervenu, la preuve n'aurait peut-être pas suffi. Le risque semblait trop grand. Un faux pas, et tout pouvait s'effondrer. Laura est retournée à l'évier pour rincer la théière. J'ai fixé la tasse. Le thé avait l'air innocent, mais je savais ce qu'il en était désormais. Mes mains tremblaient toujours. J'ai pensé à grand-mère, combien de fois s'était-elle assise à cette même table, buvant ce en quoi elle n'avait pas confiance? Je devais mettre fin à cela, bientôt. Je me suis levé et je suis allé au salon. Mon père était de retour, assis sur le canapé. Il a levé les yeux. Tout va bien? Oui, je prenais juste mon thé. Il a hoché la tête et est retourné à son téléphone. Je me suis assise en face de lui. Laura est entrée 1 minute plus tard, portant sa propre tasse. Elle s'est assise à côté de mon père. Tu devrais le boire avant qu'il ne refroidisse. J'ai repris la tasse. Ma main tremblait. Je l'ai approchée, faisant semblant de souffler dessus. Puis je l'ai reposée. En fait, je vais attendre un peu. Mon estomac n'est pas au top. Le sourire de Laura s'est crispé. Comme tu veux. Je suis resté là pendant un moment, parlant de tout et de rien, de la pluie, des voisins, n'importe quoi pour combler le silence. Mon père semblait détendu. Laura jetait sans cesse des regards vers ma tasse. Je savais qu'elle attendait que je la boive. La caméra avait tout capturé, mais l'angle n'était pas idéal. Marcus m'avait prévenu. Si la poudre n'était pas clairement visible, cela ne tiendrait peut-être pas. Je devais m'assurer qu'il le fasse à nouveau, ou trouver un moyen d'obtenir une meilleure preuve. J'ai pensé à Ethan. Il était en haut, probablement encore en train de dormir. Je ne l'avais pas vu depuis hier soir. Je me demandais s'il savait quelque chose. Mon père et Laura l'avaient tenu à l'écart de tout, lui disant que le testament était privé, mais il faisait partie de cette famille, lui aussi. Je me suis excusé et je suis monté. La porte d'Ethan était fermée. J'ai frappé doucement. Il a ouvert, l'air ensommeillé. Salut. Ça va? Oui, je venais juste voir comment tu allais. Il s'est frotté les yeux. Maman et papa agissent bizarrement. Ils n'arrêtent pas de me demander si j'ai parlé avec toi des papiers. J'ai hoché la tête. Ils me poussent à signer des trucs. Je m'en occupe. Il a froncé les sourcils. Quel truc? Rien d'important, ai-je menti. Juste des affaires de famille.
Il n'avait pas l'air convaincu, mais n'a pas insisté. Dis-moi si tu as besoin d'aide. Je l'ai serré brièvement dans mes bras. Je le ferai. En redescendant, Laura m'attendait. Tu devrais boire ton thé. Ça t'aidera à te détendre. Je l'ai repris. Cette fois, j'ai fait semblant de prendre une gorgée. Le liquide a touché mes lèvres, mais je n'ai pas avalé. J'ai reposé la tasse. Il a un goût un peu bizarre. Le visage de Laura a changé, juste une seconde. Puis elle a souri. C'est peut-être le nouveau mélange. Peut-être. Je savais que la caméra avait saisi l'instant, mais le risque était toujours là. Encore un pas, et je pourrais mettre fin à tout cela. Je me suis levé de table, mes mains étaient stables maintenant, malgré les battements sourds dans ma poitrine. Le thé restait intouché devant moi. Laura m'observait de près, son sourire avait disparu. Mon père a levé les yeux de son téléphone, confus. Grand-mère savait tout, ai-je dit, d'une voix claire. Elle a laissé un carnet et des échantillons. Elle savait ce qui se passait. Le visage de Laura est devenu livide. Mon père s'est figé. Peyton, de quoi est-ce que tu parles? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application que Marcus avait installée. Le flux en direct de la caméra de la cuisine est apparu. J'ai tourné l'écran vers eux. Regardez ça. La vidéo montrait Laura au comptoir, plus tôt. Le flacon dans sa main, la poudre blanche tombant dans la théière. C'était on ne peut plus clair. L'angle avait parfaitement capté ses mouvements. Laura a eu le souffle coupé. Mon père fixait l'écran, le visage livide. Laura a reculé d'un pas. Ce n'est pas. Je n'ai pas. Daniel, dis-lui que ce n'est pas ce qu'on croit. Mon père ne disait rien. Il continuait de fixer la vidéo, la bouche bée. J'ai continué, elle a tout noté. Les symptômes, le goût amer, la façon dont vous agissiez tous les deux. Elle savait que vous vouliez la maison, l'assurance, tout. Les yeux de Laura se sont tournés vers mon père. Daniel, dis quelque chose. Il a fini par me regarder. Peyton, je ne savais pas. Je te le jure. Laura a éclaté d'un rire sec, un son de pure panique. Il ment. Il a tout planifié. J'ai juste suivi parce qu'il me menaçait. Mon père a secoué la tête. Non. Laura, arrête. Je ne les ai pas laissés argumenter. Les papiers que vous m'avez fait signer. Ce n'était pas seulement une procuration. C'était une directive de fin de vie, vous donnant le droit de prendre des décisions médicales pour moi si j'étais incapable. Vous vouliez me déclarer inapte, prendre le contrôle, et m'évincer de l'héritage. Laura s'est jetée sur le téléphone. Éteins ça. Je l'ai retiré vivement. C'est trop tard. Les images sont déjà enregistrées, et la police regarde en ce moment même. À cet instant, les portes avant et arrière ont volé en éclats. Des policiers en uniforme ont fait irruption, armes au poing. Police. Les mains en l'air, bien en vue. Laura a hurlé et s'est effondrée au sol, les mains sur la tête. Mon père a levé les bras lentement, les yeux écarquillés. 2 agents ont menotté Laura en premier. Elle continuait de crier, c'était lui. Il m'a forcé. Mon père n'a pas résisté. Il m'a simplement regardé, brisé. Peyton, je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Ethan est descendu en courant, les cheveux en bataille. Il s'est arrêté au bas des escaliers, fixant le chaos. Qu'est-ce qui se passe? Un policier l'a retenu doucement. Reste ici, fiston. Ethan m'a regardé. Peyton, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé vers lui. Ils ont fait du mal à grand-mère. Ils ont essayé de m'en faire aussi. Son visage s'est décomposé. Non. Papa. Mon père ne pouvait pas soutenir son regard. Les policiers ont lu leur droit. Laura continuait de blâmer mon père, d'une voix perçante. Mon père restait silencieux, la tête basse. Alors qu'on les emmenait, Ethan m'a attrapé le bras. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais rien. Je l'ai cru. Il avait été tenu dans l'ignorance, tout comme grand-mère l'avait voulu pour le protéger. La maison s'est remplie d'activités policières, photos, sacs de preuves, dépositions. Marcus est arrivé plus tard, coordonnant le tout avec les inspecteurs.
Il m'a adressé un petit signe de tête. Tu as bien agi. Je ne me sentais pas bien. Je me sentais vide. Ils ont emmené mon père et Laura. Ethan s'est assis avec moi sur le canapé pendant que les agents travaillaient. Il pleurait doucement. Je lui ai tenu la main. Quand le dernier policier est parti, la maison est redevenue silencieuse. Ethan m'a regardé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai pris une inspiration. On va s'en sortir ensemble. Mais je ne peux plus rester ici. Il a hoché la tête. Je comprends. J'ai fait mon sac cette nuit-là. J'ai quitté la maison le lendemain matin. Je n'ai pas regardé derrière moi. Des mois plus tard, la salle d'audience de Seattle semblait plus froide que le cimetière où nous avions enterré grand-mère. La voix du juge a résonné alors qu'il lisait la sentence. Daniel Ellis a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, pour son rôle de principal orchestrateur. Laura a reçu une peine réduite en raison de preuves moins directes et de sa coopération avec l'enquête. Les accusations portaient sur les dommages ayant mené à la mort de grand-mère, et la conspiration pour me nuire. La salle était calme, à l'exception des sanglots étouffés de quelques proches au fond. Ethan était assis à côté de moi, me serrant fort la main. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis l'arrestation. J'ai regardé mon père une dernière fois alors qu'on l'emmenait. Il n'a pas regardé en arrière. Laura a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, les yeux rouges, mais je me suis détourné. Il n'y avait plus rien à dire. Après l'audience, Ethan et moi sommes sortis ensemble. La pluie s'était arrêtée, laissant un ciel gris et pesant. Il s'est arrêté sur les marches du palais de justice. Peyton, je suis désolé. J'aurais dû voir. Tu ne savais pas, ai-je dit. Aucun de nous ne savait. Grand-mère nous a protégés tous les deux. Il a hoché la tête lentement. Et maintenant? Maintenant. J'ai pris une respiration. Je déménage à Portland. J'ai besoin d'espace. Je vais garder la maison. La maison de grand-mère. Mais je ne peux plus y vivre. Pas après tout ce qui s'est passé. Il a baissé les yeux. On pourra toujours se parler? Pas tous les jours, mais parfois. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Un contact minimal. Pas de visite. Mais oui, nous pouvons nous parler. Tu es mon frère. Ça ne change pas. Il m'a serré fort dans ses bras. Merci. Je suis allé à la maison de grand-mère cet après-midi-là. Les clés semblaient lourdes dans ma main. J'ai parcouru les pièces, touchant les meubles qu'elle aimait, la théière, les albums photos. La maison était calme, mais elle ne semblait pas vide. Elle ressemblait à un endroit qui avait besoin d'un nouveau but. J'ai décidé d'en faire un refuge pour les femmes fuyant les violences domestiques. J'ai travaillé avec des organisations locales pour l'aménager, des chambres pour les séjours de courte durée, un espace de conseil dans le salon, un jardin à l'arrière où elle pourrait s'asseoir et respirer. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour financer le projet. Grand-mère aurait voulu cela. Elle disait toujours que la maison était faite pour abriter les gens, pas seulement pour garder des souvenirs. Je me suis installé à Portland quelques semaines plus tard. J'ai trouvé un petit appartement près de la rivière. C'était simple et calme. J'ai commencé un nouveau travail dans une association à but non lucratif, aidant à la planification financière pour les familles en crise. Chaque jour semblait un peu plus facile que le précédent. Je ne parle ni à mon père, ni à Laura. Le tribunal a ordonné une interdiction de contact, et je ne l'ai pas contesté. Ethan m'appelle parfois, de courtes conversations sur sa vie, son travail, rien de profond. Nous sommes prudents. Nous essayons. Je pense encore à grand-mère chaque jour. Elle s'est battue en silence pour nous protéger. Elle a laissé les indices, le carnet, la clé USB, parce qu'elle croyait que je les trouverais. Elle avait raison. L'avidité peut détruire une famille. Elle peut transformer les gens que vous aimez en étrangers. Mais la vérité finit toujours par éclater, même quand elle fait le plus mal. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire, c'est de partir, pour vous protéger, pour honorer ceux qui se sont battus pour vous, et pour reconstruire quelque chose de meilleur à partir des morceaux restants. Je garde la théière de grand-mère sur mon étagère. Elle me rappelle que certaines choses valent la peine d'être sauvées, et que d'autres méritent qu'on les laisse partir.